Vivre dans une voiture ou un camping-car, c'est la nouvelle version du rêve américain. On oublie le confort et on se prépare à se serrer la ceinture. Ça, ce sont mes toilettes. Bienvenue dans la Silicon Valley. Plongé dans l'univers des nouveaux nomades américains. Le rêve ultime, se libérer de toute attache et parcourir les routes en quête de l'endroit parfait. Découvrir le monde derrière son volant. Derek Honeycutt fait partie de ces nomades, ceux qui ont sauté le pas. Il a abandonné le confort d'un lit douillet pour la liberté de son logement à 4 roues. Au début, tout le monde pensait que j'étais fou de faire ça. Quelques personnes ont essayé de m'en dissuader. Mais dans l'ensemble, mon entourage m'a bien soutenu. Surtout quand ils ont compris que ma décision était définitivement prise. Depuis 3 ans, il a déjà sillonné 30 États américains et parcouru plus de 350 000 km. Avec sa voiture aménagée, il installe son domicile dans les endroits les plus reculés. Chaque nouveau paysage qu'il découvre termine sur son compte Instagram. Un moyen de partager son quotidien de rêve avec qui veut bien s'y intéresser. S'il peut s'offrir cette vie, c'est grâce à son travail. Derek est développeur informatique pour une grande entreprise américaine. Un job qui lui rapporte 6 000 $ par mois et une liberté qui vient malgré tout avec quelques inconvénients. Les gens sont surtout jaloux parce que je vois plein d'endroits différents. Mais il y a des côtés assez désagréables aussi. Ce n'est pas la vie la plus confortable non plus. Je sacrifie quelques douches, beaucoup de confort et de sécurité pour avoir plus de liberté. La liberté, c'est très important pour moi, mais pas forcément autant pour les autres. Une vie loin du bureau, où les grands espaces font office d'open space. C'est le bureau? Oui, ici c'est le bureau. Je n'ai jamais aimé travailler dans les bureaux classiques. Je suis plus efficace quand je suis à l'air libre, dans le calme. Et que je peux m'émerveiller toute la journée devant un superbe paysage. Pour moi, c'est tout sauf une distraction. Ça m'aide à me concentrer. Pas mal comme bureau, hein? San Francisco en Californie, la capitale des nomades aux États-Unis. Contrairement à Derek, tous ces voyageurs n'ont pas choisi ce mode de vie. Beaucoup dorment dans une voiture, un van ou un camping-car, par contrainte. On estime le nombre de nomades aux États-Unis à plus de 3,5 millions. C'est l'augmentation du coût de la vie qui en a poussé une majorité sur les routes. Les work campers, par exemple, les travailleurs campeurs en français, ont pris la route pour faire des économies au moment de la retraite. Chaque année, à Quartzsite, dans l'Arizona, près d'1 million de ces nomades se retrouvent dans le désert pour un grand rassemblement. Pendant une semaine, ils arpentent les différents stands de cette foire géante à la recherche d'emplois saisonniers. Une majorité de ces nomades poseront leurs valises quelques mois sur la côte californienne pour profiter du soleil et des paysages de cartes postales. Le bon plan du work camper, c'est de travailler dans un camping en bord de mer pour allier plaisir et salaire. Rita et Serge Wheeler ont réussi à trouver un job dans ce camping l'année dernière. Elle gère le restaurant où son mari a trouvé un boulot de chef cuistot. Ça, c'est la caravane de Shelby et Josh. Ils travaillent pour la sécurité et l'entretien du camping. Ça, c'est celle de Cody et Mariana. Ce sont nos nouveaux cuistots. Celui-là, il est à Dave et Kay, d'autres work campers. Ils bossent dans la supérette. Et là, c'est le nouvel arrivant. Je ne le connais pas encore très bien. Il n'est là que depuis 2 semaines. Voilà, ce sont tous les work campers. On ne voulait pas faire de dépenses inutiles et payer 2 ou 3 000 $ par mois
pour un appartement à Santa Cruz ou Pescadero. Ça n'aurait pas eu de sens parce qu'on est venu ici pour faire des économies. Les proprios du camping les logent dans cette caravane tout équipée de 28 mètres carrés. Rita et Serge se sont lancés dans le work camping il y a 3 ans. D'abord dans le Nevada et aujourd'hui en Californie. Entrez. Ça, c'est la pièce de vie. On dîne ici. Là, il y a le four et le frigo. Et ça, c'est la télé cachée derrière ce rideau. Là-bas, ce sont nos toilettes et une petite douche. Ça, c'est la chambre du chien. C'est là qu'il y a ses lits. C'est ta chambre, hein? Elle est un peu gâtée, comme vous pouvez le voir. Son lit est plus grand que le nôtre. Elle se sent bien ici. Oui. On va se balader, ma chérie? On va se balader? Au camping, on ne s'entend pas avec tout le monde, mais il y a un vrai sentiment de communauté, comme une sorte de famille adoptive. Et c'est cette communauté qui participe à rendre l'expérience agréable. Dans la cuisine de Serge, les employés habitent aussi au camping. Je te laisse 2 copies du nouveau menu. Certains sont ici pour voyager et découvrir le pays à moindre frais. D'autres, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger en Californie, sans être hébergés gratuitement. C'est le cas de Serge et Rita. Ils ont opté pour le work camping, parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer à San Francisco. Mon salaire, c'est environ 60 000 $ par an, plus ou moins. Et le coût de la vie dans la région est tellement élevé qu'à San Francisco, si vous ne gagnez pas plus de 100 000 $ par an, vous n'arrivez pas à survivre. Les work campers sont plus nombreux chaque année aux États-Unis. Et si eux peuvent encore profiter d'un minimum de confort, des milliers de nomades sont forcés de vivre dans leur voiture. On les appelle les working homeless, les travailleurs sans abri. Il est 5 heures du matin dans la Silicon Valley. Sur ce parking, à l'écart de la route, Hélène James Penny se prépare à quitter les lieux avant le lever du jour. Avec son mari, cette professeure d'université a élu domicile sur cette place de parking, faute de mieux. C'est ici que je dors. J'étale tout cela pour que ça ait un peu plus d'allure. Il y a la nourriture du chien, mon sac à dos pour les cours, et aussi mes vêtements, qui sont au fond. Mon appareil photo et mon shampoing sont dans une boîte là-dessous. Toute ma vie est ici. Ça, ce sont mes toilettes. Pas mal, n'est-ce pas? Je fais pipi là-dedans. Bienvenue dans la Silicon Valley. Hélène vit juste en face de son université. Un trajet d'à peine 2 minutes, qu'elle est obligée de faire tous les matins. On est arrivé. Sur le parking de la fac, elle accomplit son rituel quotidien. Une transformation physique pour se camoufler dans une vie normale, le temps d'une journée. À 54 ans, Hélène n'a rien d'autre à son nom que sa voiture et quelques affaires. Surendettée et payée moins de 30 000 $ par an, elle fait partie de cette classe croissante de Californiens qui n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau. Pour elle, vivre normalement dans la Silicon Valley est devenu hors de portée. Je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Et je ne sais pas ce qu'on va devenir. Il y a une discrimination d'âge dans cette région. On ne veut plus embaucher des gens de notre âge. Mais j'aime mon pays. Est-ce que je suis réaliste? Oui. Est-ce qu'il a des défauts? Oh oui, mais bienvenue dans l'humanité. C'est pas un scoop. Et oui, parfois je commence à avoir honte de ma situation. Mais je relativise. La vie n'est jamais rose. On ne fait pas toujours les meilleurs choix dans sa vie. Partout où on va, on voit les gens qui sont sans abri.
On se reconnaît entre nous. On essaye tous de se cacher parce que la société ne veut pas nous voir. Même si on travaille et qu'on contribue à la société. Et pourquoi? Parce que ça rend les gens mal à l'aise. La situation d'Hélène n'est pas un cas unique en Californie. Avec son travail de professeur d'université, son salaire ne suffirait même pas à payer le loyer d'un petit studio dans la région. La faute à une horde de geeks qui a débarqué dans les startups 2.0 au début des années 2000. Avec des salaires à 6 chiffres, ces nouveaux employés de la tech ont fait exploser le marché de l'immobilier. Depuis 7 ans, les loyers ont plus que doublé dans la région. Du jamais vu pour Heather Stoltz, agent immobilier à San Francisco depuis 13 ans. On va aller visiter un studio de 56 mètres carrés. On espère le louer à des gens ordinaires, comme des étudiants par exemple. Bienvenue. La vue est magnifique. Le prix de cet appartement, c'est 549 000 $ avec une superficie de 56 mètres carrés. Donc on aura énormément d'offres cette semaine. Le prix moyen pour une maison à San Francisco varie entre 1,3 million et 1,5 million $ pour une simple maison avec 2 chambres. Les maisons à la location peuvent aller de 4 000 $ à 21 000 $ par mois. La région de San Francisco compte près de 35 000 personnes à la rue. Des nomades malgré eux. Pour des milliers d'habitants de la Silicon Valley, qui ne sont pas ingénieurs ou développeurs, le seul choix est une voiture ou une caravane. À Mountain View, la ville d'origine de Google, où vivent 80 000 habitants, des centaines de camping-cars se sont installés dans les rues. Ils sont employés de restaurants, professeurs ou jardiniers, et ils galèrent pour survivre dans une ville toujours plus inabordable. Une personne dans la ville a décidé de se battre pour tenter de rétablir un équilibre social. C'est le maire de Mountain View, Lenny Siegel. Les gens qui emménagent ici sont très bien payés. Et ils sont en concurrence sur le marché locatif avec des gens qui gagnent beaucoup moins. Donc les loyers augmentent. Nous avons besoin des classes moyennes, et même des gens à faible revenu, comme les professeurs par exemple. C'est pour tout le monde que je veux plus de logements. La communauté a besoin de tous ces gens. Si notre société n'était composée que de développeurs informatiques, elle ne pourrait pas fonctionner. On a besoin des professeurs, des serveurs, de gens pour tondre nos pelouses. Nous avons besoin de ces gens qui travaillent dans des secteurs qui payent mal. Et c'est pour ça que nous avons augmenté le salaire minimum et que nous tentons de contrôler les loyers. Mais les lois du marché et de la croissance économique sont trop fortes. Ça fait bien longtemps qu'on ne parvient pas à suivre. Vous vous êtes donné un délai pour arranger la situation? Non, non. Enfin, si, ça aurait déjà dû être fait. Je parlais déjà des parkings solidaires il y a 3 ans. Et nous n'avons pas fait grand-chose depuis, donc oui. C'est difficile. Si la mairie de Lenny Siegel peine à mettre en place les programmes d'aide aux sans-domicile fixe, la société civile s'est organisée pour le faire à sa place. Dans une église de la Silicon Valley, Phil Mastrocola dirige le programme de parking solidaire de la paroisse. Il met ses places à disposition pendant la nuit, pour un soir ou 2, mais impossible d'y rester pendant la journée. Une solution provisoire pour faire face à la saturation des parkings dans la région. Un provisoire qui dure depuis déjà 4 ans. Le parking est très grand, mais il n'y a jamais aucune place de disponible pour les gens qui viennent pour nos programmes sociaux. Et nous avons des tas de gens qui ont besoin d'aide. Il y a environ 1500 sans-abri dans leurs véhicules qui squattent nos rues et nos parkings, partout où ils peuvent s'installer sans être harcelés. La plupart de ceux de la région sont venus ici, dans notre ville. Les rues de notre commune concentrent la moitié des SDF du coin. C'est une vraie crise. L'ampleur de la situation est telle qu'en février dernier,
Le gouvernement californien a alloué une aide de 10 millions de dollars pour héberger les sans-abri de la baie dans des structures provisoires. Et l'impact de cette crise a dépassé les frontières des États-Unis. Alistair Guy est rédacteur en chef pour le journal britannique The Guardian. Il enquête sur cette crise humanitaire sans précédent. Quand le Guardian a ouvert ses bureaux ici, il y a environ 2 ans, les rédacteurs en chef avaient prévu de se concentrer sur la technologie. C'est pour ça qu'on vous envoie à San Francisco normalement. Mais ils ont réalisé que sur le chemin du travail, tous les matins, ils croisaient énormément de gens qui dormaient dans la rue. Et ils ont compris que c'était un sujet au moins aussi important que la technologie et que le Guardian devait s'y intéresser. C'est une crise humanitaire qui a lieu dans les rues de villes comme San Francisco ou Los Angeles. Mais les gens ne veulent pas se l'avouer. Ils sont devenus tellement habitués qu'ils ne réalisent pas l'ampleur de la misère humaine qui les entoure. À San Francisco, se retrouver à la rue est devenu chose simple. Pour les 7500 sans-abri qui sillonnent les rues de la ville tous les jours, le défi pour réussir à retrouver un travail, c'est d'abord de rester propre. En plein centre-ville, des centaines de personnes se retrouvent quotidiennement pour se doucher, discuter et nettoyer leurs vêtements. Richard Stinson fait partie de ces laissés-pour-compte, ceux qui ont tout perdu du jour au lendemain. Je suis à la rue depuis seulement 3 semaines. Ce n'est que ma 3e fois ici. J'ai appris l'existence de ce programme sur Internet, sur le site SDF Connecté. Ils déplacent les douches dans différents endroits de la ville, près d'un foyer à San Francisco et ici à la bibliothèque, 2 ou 3 fois par semaine. Le plus difficile quand on est à la rue, c'est de rester propre. Pour manger, c'est beaucoup plus simple. Mais garder ses vêtements propres, rester présentable, c'est le plus difficile. Si je suis ici, c'est parce que je me suis blessé en dehors du travail. Du coup, j'ai perdu mon emploi et pendant 6 mois, j'ai cherché un job. Ensuite, j'ai été expulsé de chez moi parce que mon loyer était trop élevé et j'ai perdu toutes mes économies en l'espace de quelques mois. Merci les gars. Des histoires comme celle de Richard, Annie Stickle qui dirige les douches mobiles de l'Avamé en a des dizaines à raconter. Salut Léo! Ça va? Attends, il faut que j'aille embrasser ce mec. Annie est en contact quotidien avec tous ces sans-abri. C'est à elle qu'il confie les problèmes auxquels ils font face dans la rue. J'ai déjà entendu des histoires de gens qui nous disaient « Merci, vous m'avez donné un caleçon, des chaussettes, une belle chemise. J'ai été à Starbucks et j'ai eu le job. » Ou « J'ai eu un travail dans un lavage auto, dans un cinéma, au stade de baseball. » J'entends ça tous les jours. Et vous savez, cette douche est la seule dans la ville où vous pouvez fermer la porte et éteindre la lumière. Je m'en fous de ce que vous faites dedans après, pendant 15 minutes. C'est vos 15 minutes personnelles. J'espère que vous prendrez une douche et que vous ressortirez motivé. Mais au moins, vous savez que pendant ces 15 minutes, vous serez seul. L'intimité, pour eux, c'est sous leur manteau. L'intimité, c'est une notion qu'Hélène a perdue depuis longtemps. Après sa journée de cours, notre prof de fac retourne sur le parking de l'université. Et c'est sur sa banquette arrière qu'elle corrige les copies de la journée, avec sa voiture pour seul bureau. On croit que tout est acquis pour toujours. Comme être assis sur ma propre terrasse. Ou à mon bureau en regardant par la fenêtre, en travaillant et en écrivant. Ça me manque tellement. Ou faire le ménage en dansant sur des bonnes vieilles chansons des années 60-70. Oh oui. Je danse quand je fais le ménage. Et bien sûr, j'aimerais avoir une assurance santé, un meilleur salaire et un logement. Ce n'est quand même pas trop demandé, vraiment pas. Oh, le doux rêve américain. Mais ça a pris tellement d'années pour qu'on en arrive à ce point-là. Tellement d'années. Et ça va prendre beaucoup de temps avant que les choses ne changent.
Hélène va passer l'après-midi ici, avant de retourner se garer sur sa place de parking pour la nuit. Demain, à 5 h du matin, elle refera le même chemin en sens inverse. D'un parking à l'autre, c'est le nouveau visage de l'Amérique au XXIe siècle. Des nomades, sans beaucoup d'espoir de se poser un jour tranquillement chez eux, quelque part,